Un garçon de 9 ans s'enfuit de chez lui en portant sa sœur cadette et entre en pleurant dans la maison du voisin. Lorsque le voisin découvre ce qui se passe, il appelle immédiatement la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La porte de l'armoire grinça lorsque Tad l'ouvrit pour la 3e fois, espérant qu'il aurait manqué quelque chose. Ses doigts maigres parcoururent l'arrière de l'étagère vide, ne recueillant que de la poussière. À 9 ans, il n'était pas assez grand pour voir à l'intérieur sans se tenir sur la pointe des pieds, s'équilibrant précautionneusement sur le comptoir en stratifié écaillé qui avait connu des jours meilleurs. La petite voix de Ren se fit entendre derrière lui, « J'ai faim ». Il se retourna pour faire face à sa sœur de 6 ans, qui se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, serrant contre elle son pingouin en peluche usée. La lumière du soir, filtrant à travers la fenêtre encrassée, projetait de longues ombres sur ses cheveux non lavés. Elle ne s'était pas plainte lorsqu'il n'avait pas réussi à faire fonctionner l'eau chaude ce matin. « Je te connais, Ren, je te regarde. » Sa voix portait une patience qu'aucun enfant de 9 ans ne devrait maîtriser. L'horloge de la cuisine indiquait 18h43, son tic-tac régulier rappelant un autre jour où leur mère n'était pas rentrée à la maison depuis 3 jours, la plus longue période jusqu'à présent. L'appartement était devenu plus froid au fil de la journée. Tad avait trouvé l'avis concernant l'arrêt du chauffage, chiffonné derrière le canapé, où leur mère devait l'avoir jeté. Il ne comprenait pas tous les mots, mais le grand avis final rouge lui en disait assez. Il descendit du comptoir et ouvrit le réfrigérateur, bien qu'il sache ce qu'il y trouverait. Une bouteille de ketchup à moitié vide, un peu de lait périmé et une unique pomme ridée qui avait connu des jours meilleurs. La lumière à l'intérieur vacillait faiblement et Tad se demanda combien de temps encore avant que cette facture ne reste impayée également. « Peut-être pourrions-nous partager la pomme », suggéra Ren d'une voix petite mais pleine d'espoir. Elle essayait toujours d'aider, même quand il n'y avait pas grand-chose à faire. Tad ressentit la fameuse oppression dans sa poitrine, celle qui survenait chaque fois qu'elle essayait de lui faciliter la vie. « Non, c'est pour toi », dit-il en attrapant le fruit et en l'essuyant sur sa manche avant de le lui remettre. « J'avais eu ces crackers de Madame Peterson au déjeuner, tu te souviens ? C'était un mensonge, mais nécessaire. » Il avait donné ses crackers à Ren il y a quelques heures, pendant que Ren était assise à leur petite table de cuisine, mangeant soigneusement sa pomme en petites bouchées pour la faire durer plus longtemps. L'esprit de Tad s'égara vers leur mère, Autumn. Il se rappelait quand elle peignait ses mains, recouvertes de couleurs vives, son rire remplissant leur vieil appartement avant qu'il ne soit contraint de déménager dans celui-ci, avant Nash, avant les aiguilles qu'il trouvait parfois dans la salle de bain, avant qu'elle ne commence à disparaître pendant des jours, avec de vaines promesses de revenir avec des provisions et des cadeaux. La température baissa davantage à la tombée de la nuit. Fad avait rassemblé toutes leurs couvertures sur le lit de Ren, créant une sorte de nid. La plupart des couvertures étaient fines et usées, mais il en restait une de qualité, une épaisse couverture bleue en polaire que le docteur Thorne d'Accent Grave Côté leur avait offerte le Noël dernier. Tad l'avait gardée cachée de leur mère, de peur qu'elle ne disparaisse, comme tant d'autres choses, quand elle avait besoin d'argent. « C'est l'heure de dormir, Ren », annonça-t-il en la regardant emballer soigneusement le trognon de sa pomme dans une serviette en papier. Elle ne laissait jamais traîner ses affaires. Tous deux avaient appris tôt qu'attirer des cafards entraînait plus de problèmes que cela n'en valait la peine. « Peux-tu me raconter une histoire ?» demanda-t-elle pendant qu'il l'aidait à enfiler son pyjama le plus chaud, celui qui n'avait qu'un petit trou au genou, celui sur la famille de pingouins. Fad réussit à sourire en la bordeur dans le nid de couverture. Il était une fois une famille de pingouins qui vivait dans la partie la plus chaude de l'Antarctique, commença-t-il, l'histoire familière coulant aisément. Il l'avait inventée il y a des mois, lors d'une autre nuit froide où le chauffage était en panne. Ils avaient une magie spéciale dans leurs plumes qui les gardait au chaud, peu importe le froid. Il continua l'histoire jusqu'à ce que la respiration de Ren devienne régulière et profonde, mais le sommeil lui échappait. L'appartement était devenu si froid qu'il pouvait voir son souffle dans la lumière faible du lampadaire dehors. Ren grelottait dans son sommeil malgré toutes les couvertures. C'est alors qu'il prit sa décision, se déplaçant prudemment pour ne pas la réveiller. Fad se rendit dans le placard où il avait caché la couverture bleue, elle était encore propre, contrairement à la plupart des choses dans leur appartement. Alors qu'il enveloppait Ren dedans, elle bougea légèrement mais ne se réveilla pas. Avec une détermination douce, il la souleva dans ses bras, surpris comme toujours de la légèreté qu'elle semblait avoir. Le couloir en dehors de leur appartement était sombre, l'une des lampes fluorescentes vacillant de manière erratique. L'appartement du docteur Thorne n'était qu'à 4 portes de là, mais cela semblait être à des kilomètres. Fad l'avait vue seulement la veille, lorsqu'elle rentrait avec ses sacs d'épicerie,
elle leur avait souri comme elle le faisait toujours, parfois elle leur donnait des cookies et elle ne posait jamais de questions lorsque leur mère n'était pas là. Le cœur de Tad battait la chamade alors qu'il se tenait devant sa porte. Le souffle chaud de Ren, régulier contre son cou, et les chiffres métalliques du numéro F le fixaient alors qu'il rassemblait son courage. Il ne pouvait pas passer une autre nuit ainsi, il ne pouvait plus regarder Ren grelotter. Ses jointures s'agrippaient doucement à la porte, puis plus fermement lorsqu'il réalisa à quel point le premier coup avait été silencieux. Il entendit des mouvements à l'intérieur, le bruit feutré de pieds en chaussons approchant, tandis que la serrure cliquetait et que la porte commençait à s'ouvrir. Thad serra sa sœur plus fort, pour la première fois depuis longtemps, se permit de pleurer. Le docteur River Thorne avait vu bien des choses en ses 40 ans en tant que psychologue pour enfants, mais la scène devant sa porte, ce soir d'hiver, resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Fut Blackwood, un garçon qu'elle avait vu devenir de plus en plus émacié au cours de l'année écoulée, se tenait là, serrant sa sœur contre lui, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Ses larmes dessinaient des sillons nets sur ses joues sales. Ils ont coupé le chauffage, parvint-il à dire, sa voix se brisant, et Ren n'a pas bien mangé depuis des jours. River sentit son cœur se serrer en ouvrant la porte plus largement. La chaleur de son appartement se répandait dans le couloir et elle remarqua comment Thad se penchait instinctivement vers elle, telle une plante cherchant la lumière du soleil. « Entrez, mon chéri, dit-elle doucement, prenant garde de ne faire aucun mouvement brusque, laissons-nous réchauffer tous les deux. » Son appartement était tout ce que leur maison n'était pas, chaleureux, propre, organisé, avec des livres alignés le long des murs sur des étagères au sol, leur dos formant un arc-en-ciel de couleurs, une bouilloire fredonnant doucement sur la cuisinière et l'odeur de biscuits au gingembre fraîchement cuit flottant dans l'air. Elle était sur le point de prendre son thé du soir lorsque frappa à la porte. Thad se tenait juste à l'intérieur de l'embrasure, incertain, tenant encore Ren, la petite fille qui bougea dans ses bras, ses yeux s'ouvrant en papillonnant. « Docteur Thorne ?» Ren, murmura-t-elle somnolente en reconnaissant leur voisine. « Ta maison sent vraiment bon, merci, chérie, » répondit River, d'une voix stable malgré l'émotion qui menaçait de la submerger. « Voudriez-vous vous allonger sur mon canapé? Il est très confortable. » Thad hésita avant de se diriger vers le canapé brun moelleux. Il déposa Ren avec un soin infini, ajustant autour d'elle la couverture bleue. River remarqua comment ses mains tremblaient, comment il jetait sans cesse un coup d'œil à la porte, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un fasse irruption pour les arracher. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» demanda River en se dirigeant vers sa cuisine. « Hier, peut-être. » Il semblait incertain, mais Ren avait une pomme. Ce soir, River sortit du pain, du fromage et du jambon de son réfrigérateur pendant qu'elle préparait des sandwichs. Elle observa Thad du coin de l'œil, il se tenait près du canapé, une main posée de manière protectrice sur l'épaule de Ren, son corps tendu comme la corde d'un arc. « Ta mère n'est pas rentrée à la maison, » dit-elle doucement, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Les murs de leur immeuble étaient fins et elle avait entendu les disputes vociférantes d'Autumn Blackwood avec Nash plus de fois qu'elle ne pouvait compter. « 3 jours, murmura Thad. Elle est partie avec Nash, dit-il, ils disent qu'ils rapporteront des provisions. Sa voix se durcit légèrement. Ils ne rapportent jamais rien d'autre que des ennuis. River déposa une assiette de sandwich sur sa table basse, accompagnée d'un verre de lait. Mange donc, tu as besoin de tes forces. Comme s'il en avait reçu la permission, le garçon s'effondra presque sur la nourriture, tout en prenant soin de ne pas réveiller sa sœur. River le regarda manger avec la rapidité désespérée de quelqu'un qui ignorait quand viendrait son prochain repas. Elle l'avait déjà vu au cours de ses années de pratique, mais cela n'en devenait jamais moins difficile à observer. Pendant que Thad mangeait, River prit une décision. Elle attrapa son téléphone et se dirigea vers son bureau, laissant la porte ouverte afin de pouvoir surveiller les enfants. L'officier Junipé Kovac répondit dès le 2e appel, « Juni, c'est River. J'ai besoin que tu viennes dans mon appartement, oui, maintenant. J'ai 2 enfants ici. » Elle garda la voix basse en expliquant la situation. Lorsqu'elle revint dans le salon, Thad avait terminé de manger et était assis par terre, à côté du canapé, le dos appuyé contre lui, une main toujours en contact avec la couverture de Ren, ses yeux suivant les mouvements de River avec une lassitude qui lui brisait le cœur. « J'ai appelé quelqu'un qui peut t'aider, » dit-elle en s'asseyant dans son fauteuil en face de lui. Elle s'appelle Officer Kovac et elle est spécialisée dans l'aide aux enfants en situation difficile. La panique traversa le visage de Thad. « Ils vont nous enlever, nous séparer. S'il te plaît, je peux m'occuper de Ren, j'avais juste besoin d'aide pour ce soir à cause du froid, Altateil. » River interrompit doucement,
Personne ne va vous séparer, toi et Ren, je ne laisserai pas cela se produire. Mais tu as besoin de plus d'aide que de la chaleur et de la nourriture pour ce soir, n'est-ce pas? La lèvre inférieure du garçon tremblait et de nouvelles larmes montaient dans ses yeux. Maman essaie parfois, murmura-t-il, quand Nash n'est pas là, mais ensuite il revient et il s'interrompit en regardant sa sœur endormie. Ce n'est pas ton rôle d'être le parent, tu as 9 ans, tu devrais jouer, apprendre, être un enfant. Quelqu'un doit s'occuper de Ren. Le coup frappé à la porte les fit tous les deux sursauter. River se redressa lentement, maintenant le contact avec Tad. C'est Officer Kovac, elle va nous aider à résoudre cela. D'accord, tu es très courageux de venir me voir ce soir et je te promets que les choses vont s'améliorer. Alors que River ouvrait la porte pour révéler le visage aimable d'Officer Kovac, elle vit Tad se redresser, ajustant ses fines épaules. Il semblait à la fois plus jeune et plus vieux que ses 9 ans, un enfant forcé de jouer le rôle d'adulte, demandant enfin de l'aide de la seule manière qu'il connaissait. La nuit s'étira devant eux, pleine de questions délicates et de réponses difficiles, mais pour l'instant, dans l'appartement chaleureux de River Thorne, 2 enfants étaient en sécurité, et River savait par expérience que cela suffisait comme point de départ. Le bureau de Phoenix Walsh au service de protection de l'enfance était submergé par les dossiers des enfants Blackwood. Elle travaillait depuis 16 heures d'affilée à reconstituer un récit de négligence qui s'étendait bien plus loin dans le temps que quiconque ne l'avait remarqué, ou peut-être choisi d'y prêter attention. La lumière du matin filtrait à travers ses stores poussiéreux tandis qu'elle étalait un autre ensemble de dossiers scolaires sur son bureau. Le dossier de présence de Fu Blackwood racontait sa propre histoire, absence sporadique, retard, notes sur des épisodes de sommeil en classe. Ses performances académiques s'étaient effondrées au cours de l'année écoulée, pourtant ses professeurs remarquaient son intelligence vive lorsqu'il était présent et alerte, parvenant à maintenir une moyenne malgré tout. Phoenix murmura en passant son doigt sur sa feuille grise, Dieu sait comment il parvient à faire cela. Un coup frappé sur le cadre de sa porte la fit lever les yeux. L'officier Junipé Kovac se tenait là, avec des cernes sous les yeux assortis aux siens. « Tu as quelque chose ?» Junipé dit en déposant un dossier épais sur le bureau, « Les dossiers médicaux. Les 2 enfants n'ont pas eu de bilan médical depuis plus de 2 ans, hormis les visites aux urgences, » s'arrêta-t-elle, la mâchoire se contractant. Ren a été traité pour malnutrition il y a 3 mois, la mère prétendait qu'il traversait des difficultés financières temporaires. Phoenix ouvrit le dossier en parcourant les documents. Qui était le médecin traitant? Le docteur Marcus du Portland General. Il l'avait signalé pour un suivi, mais Autumn n'avait jamais ramené Ren pour le rendez-vous prévu. Le téléphone sur le bureau de Phoenix vibra. La voix du docteur River Thorne résonna dans le haut-parleur, la conseillère scolaire de Riverside Elementary vient d'envoyer ses notes, tu vas vouloir les voir. 20 minutes plus tard, ils étaient tous rassemblés dans le bureau de Phoenix, regardant le dessin d'un enfant qui en disait long. La conseillère scolaire l'avait conservé lors d'une séance avec Ren il y a 3 semaines. L'image montrait 2 bonshommes allumettes, l'un petit, l'autre plus petit, seul dans ce qui semblait être une pièce sombre, sans aucun parent en vue, une représentation classique de l'abandon. Dr Thorne dit doucement, son bagage en psychologie évident dans son analyse, l'obscurité qui les entoure, la façon dont ils se blottissent ensemble. Ren essayait de nous dire quelque chose. Phoenix fit apparaître un autre document sur son ordinateur, j'ai trouvé Curtis Blackwood, annonça-t-elle. Leur père. Il est à Seattle, remarié, a 2 enfants avec sa nouvelle épouse, et n'a pas payé une goutte de pension alimentaire depuis 5 ans. Salaud. Junipé murmura, il y a plus. Phoenix continua, l'histoire d'Autumn montre un schéma. Avant Nash, il y avait 2 autres petits amis, tous 2 avec des arrestations liées à la drogue. Le dernier, Tyler Marsh, a été arrêté pour avoir vendu de la méthamphétamine depuis l'appartement pendant que les enfants s'y trouvaient. Dr Thorne se pencha en avant en ajustant ses lunettes, comment vont-ils ce matin? Dormait-il encore quand je suis parti? Junipé répondit, votre chambre d'appoint est probablement le premier vrai lit qu'ils ont eu depuis des mois. L'assistante sociale vient à midi pour inspecter leur appartement. Phoenix fit apparaître un autre dossier sur son ordinateur, nous devons localiser le dernier lieu connu d'Autumn. Je m'en occupe, dit Junipé. Nash Reeves a un cousin qui possède un motel dans l'Est, nous allons vérifier là en premier. La matinée passa alors qu'ils construisaient leur dossier, chaque nouveau document ajoutant une couche supplémentaire à l'histoire, factures impayées, avis d'expulsion d'appartements précédents, plaintes des voisins concernant des personnes étranges venant et allant à toute heure.
La traînée de papier peignait le portrait de 2 enfants qui avaient été abandonnés par chaque adulte censé les protéger. À 11 heures, le téléphone de Phoenix sonna. C'était l'assistante sociale, en avance pour l'inspection de l'appartement. Monsieur Walsh, la voix de l'assistante sociale était tendue, vous devez voir cela, l'appartement est pire que nous l'avions prévu. 30 minutes plus tard, Phoenix se tenait dans l'appartement des Blackwood, l'odeur de la négligence la frappant comme une force physique. Les placards de la cuisine étaient vides, à l'exception de quelques boîtes de nourriture périmées. La salle de bain montrait des signes d'usage de drogue, cuillères brûlées, capuchons d'aiguilles cachés derrière les toilettes. Mais c'était la chambre des enfants qui racontait l'histoire la plus déchirante. Un seul matelas sur le sol soutenait des couvertures soigneusement disposées, la plupart fines et usées. Un sac à dos dans le coin contenait des vêtements pliés avec soin, quelques livres scolaires et une petite réserve de crackers. À côté, un nounours, manquant d'un œil, était assis protectivement devant une tirelire pour enfants, les provisions d'urgence de Fad. Regarde comme c'est organisé, il essayait tant de créer une certaine stabilité, dit doucement Junipé, ayant suivi Phoenix dans la pièce. Phoenix s'agenouilla près du matelas, remarquant comment les couvertures étaient disposées pour créer une barrière contre le mur, probablement pour tenir le froid à distance. Un dessin d'enfant était collé au mur, le travail de Reine montrant ce qui ressemblait à des pingouins entassés ensemble. Le rapport du médecin vient d'arriver, dit Junipé en regardant son téléphone. Les 2 enfants sont en insuffisance pondérale, Reine souffre d'une carence en vitamine D et Tad présente des signes d'insomnie induite par le stress. Mais voilà le fait, aucun signe de maltraitance physique, ils ont été négligés, mais non battus. Des petites misères, je suppose. Phoenix se tint droite, sa décision prise, nous devons trouver Autumn aujourd'hui, ces enfants ne peuvent pas revenir ici. Elle marqua une pause, regardant la pièce une fois de plus. Dr Thorne a déjà proposé d'être leur placement familial d'urgence, elle est qualifiée, elle les connaît et ils lui font confiance. Faisons en sorte que cela se réalise. En quittant l'appartement, Phoenix aperçut quelque chose qui lui serra la gorge, un calendrier sur le mur de la cuisine, marqué de l'écriture soignée d'un enfant. Tous les quelques jours, une petite étoile était dessinée avec des notes telles que « Maman a souri aujourd'hui » ou « Maman a préparé le petit déjeuner ». Fad avait documenté les bons jours de sa mère, s'accrochant à l'espoir comme à une bouée de sauvetage. Phoenix Walsh avait vu de nombreux cas au cours de sa carrière, mais quelque chose dans ces étoiles dessinées avec un optimisme si patient allait la hanter pendant des années. La journée s'étira devant eux, pleine de paperasse et de dépôts de dossiers judiciaires, mais une chose était claire, la traînée de papier de négligence concernant les enfants Blackwood était sur le point de se terminer, le prochain chapitre de leur histoire commençait, et Phoenix était déterminé à en faire un meilleur. Ils trouvèrent Autumn Blackwood et Nash Reeves au Starlight Motel, exactement là où Junipé soupçonnait qu'ils se trouveraient. La scène qui les accueillit était sinistrement prévisible, une pièce épaisse de fumée de cigarettes, des bouteilles vides éparpillées sur un tapis taché et l'odeur âcre de quelque chose de plus sinistre flottant dans l'air. Autumn était assise au bord du lit, son visage autrefois beau, creux et vieilli au-delà de ses 32 ans, ses cheveux noirs, que Reine avait hérités, retombaient en mèches grasses autour de son visage. Lorsque l'officier Kovac entra dans la pièce, Autumn perçut à peine sa présence, ses pupilles dilatées peinant à se concentrer. « Où sont mes enfants ?» Les mots se confondaient alors qu'elle tentait de se lever, vacillant légèrement. « Que faites-vous ici ?» Nash, allongé contre le mur, sa grande silhouette tendue malgré son air décontracté affecté, à 37 ans, il ressemblait davantage à 50, son visage marqué par des années de vie difficiles où ses yeux allaient d'un officier à l'autre, puis à la salle de bain où Phoenix Walsh soupçonnait que des preuves avaient été rapidement éliminées avant qu'il n'ouvre la porte. « Vos enfants sont en sécurité », dit fermement Junipé en se plaçant entre Nash et Autumn, ce qui est plus que ce que je peux dire de votre situation à la maison. Pas de chauffage, pas de nourriture, pas de surveillance. Voulez-vous expliquer cela, Autumn ? Nous allions revenir, intervint Nash, sa voix empreinte d'une urgence désespérée. J'avais juste besoin de régler quelques affaires d'abord, les enfants vont bien, ils savent prendre soin d'eux-mêmes. Phoenix s'avança, son insigne d'assistante sociale captant la lumière tamisée. Ils ont 9 et 6 ans, monsieur Reeves, ils ne devraient pas avoir à savoir comment prendre soin d'eux-mêmes. Le visage d'Autumn se plissa, un moment de clarté perçant à travers son brouillard induit par la drogue. Fad, il prend si bien soin de Reine, c'est un si bon garçon. Et des larmes commencèrent à couler sur ses joues, traçant des sillons dans son maquillage barbouillé. Ce qui se passa ensuite resterait gravé dans la mémoire de River pour toujours. Tad fit un pas en avant, puis un autre,
son visage devenant un champ de bataille d'émotions. Lorsqu'il laissa enfin sa mère le prendre dans ses bras, ses sanglots étaient ceux d'un enfant, et non de l'adulte miniature qu'il avait été forcé de devenir. La visite dura 1 heure, ils parlèrent, pleurèrent, partagèrent des moments gênants de silence. Autumn écouta tandis que Ren lui montrait ses élastiques à cheveux en forme de papillon, et que Tad mentionnait timidement son projet scientifique de petits pas vers la guérison, témoin du soleil de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres de River. Après qu'Autumn eût été reconduite au centre de rétablissement par Phoenix, River trouva Fad assis dans le siège près de la fenêtre, regardant la rue en contrebas. « Tu as très bien fait aujourd'hui, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Elle a l'air différente, » observa-t-il, ses yeux sont plus clairs. « Le rétablissement est un voyage, » expliqua River. « Il y aura des jours meilleurs et des jours difficiles, mais toi et Ren êtes en sécurité désormais, quoi qu'il arrive. » Depuis l'autre pièce, ils entendirent Ren fredonner alors qu'elle dessinait un autre tableau pour le réfrigérateur. Le son de la normalité, celui d'une enfance retrouvée, emplissait l'appartement comme une lumière chaleureuse. « Puis-je mettre une étoile sur le calendrier » demanda soudainement Tad. « Pour aujourd'hui » River sourit, le cœur plein. « Bien sûr, tu peux, bien sûr tu peux. » L'appel arriva à 2h47, brisant le silence de l'appartement de River. La voix de Phoenix était tendue d'urgence. Autumn a fait une overdose, elle est à Portland General. Nash a fait passer quelque chose dans le centre. River jeta un coup d'œil vers la chambre des enfants, où Tad et Ren dormaient paisiblement pour la première fois depuis des jours. Comme ça va mal, ils s'en occupent maintenant. Je me dirige vers l'hôpital, les enfants sont en sécurité avec moi, conclut-elle. Tiens-moi au courant, finit-elle. Après avoir raccroché, River s'assit dans son salon assombri, les lumières de la ville projetant de longues ombres à travers les fenêtres. Elle savait qu'au bout de la ville, dans une chambre d'hôpital austère, Autumn Blackwood se battait pour sa vie. La même Autumn qui, il y a à peine quelques heures, avait été assise sur ce même canapé, montrant des signes hésitants de progrès, le souvenir de la visite de l'après-midi semblait désormais fragile, telle une bulle de savon sur le point d'éclater. Autumn avait apporté un petit cadeau pour chaque enfant, des barrettes pour Ren, un cahier pour Tad. Elle avait été tremblante, mais présente, ses yeux clairs et concentrés alors qu'elle écoutait les histoires de Ren sur l'école. Un son doux attira l'attention de River. Fad se tenait dans le couloir, sa silhouette mince se découpant dans l'obscurité. « Quelque chose ne va pas, » dit-il, sans poser de questions. « J'ai entendu le téléphone. » River tapota l'espace à côté d'elle sur le canapé, « Viens t'asseoir. » Ainsi, il se déplaça comme un vieil homme, chaque pas lourd d'anticipation de mauvaises nouvelles. Lorsqu'il s'assit, River remarqua comment ses mains s'agrippaient à l'ourlet de sa chemise de pyjama, le même geste nerveux qu'elle avait vu Autumn faire quelques heures plus tôt. « Ta mère est à l'hôpital, » dit-elle doucement. « Nash a fait passer des drogues dans le centre de rétablissement. Elle les a pris. » Le souffle de Tad s'est coupé, mais il n'a pas pleuré. « Va-t-elle mourir ? Les médecins l'aident en ce moment même. Phoenix est là, a-t-elle promis ? » Sa voix s'est brisée. Aujourd'hui, elle a promis, elle essayait. L'addiction de fût, c'est comme un monstre qui te ment, qui te fait rompre des promesses même quand tu veux les tenir. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le son lointain des sirènes flottant depuis la rue en contrebas. Finalement, Tad parla à nouveau, sa voix faible. « Que se passe-t-il si elle meurt ?» La question planait dans l'air comme de la fumée. River choisit soigneusement ses mots. « Alors, toi et Ren serez toujours en sécurité, vous aurez toujours une maison et des gens qui tiennent à vous. Mais ne pensons pas encore à cela, ta mère se bat, elle ne s'est jamais battue avant, » murmura Tad. « Pas vraiment, même pas quand papa est parti. Parfois, les gens doivent toucher le fond avant de pouvoir commencer à remonter. » Qu'est-ce que le fond ? C'est quand les choses deviennent si mauvaises que tu réalises enfin que tu dois changer. Parfois. River fit une pause en considérant ses prochaines paroles. Parfois, il faut presque tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. La nuit avançait lentement. River prépara du chocolat chaud et ils s'assirent ensemble en attendant des nouvelles. Fad ne pleura pas, mais sa main trouva son chemin dans celle de River, se tenant fermement. À 4h23, Phoenix appela encore. Encore, elle est stable, ils l'ont atteinte à temps. Nash a été arrêté, il fera face à des accusations pour avoir introduit de la drogue de contrebande dans l'établissement. Lorsque River transmit la nouvelle, la prise de Tad sur sa main se desserra légèrement. Pouvons-nous la voir demain ? Peut-être, si les médecins disent que c'est acceptable, elle devra se reposer. Ren doit-elle le savoir ?
La question, si adulte dans sa considération, fit mal au cœur de River. Nous lui dirons que maman est tombée malade et que les médecins l'aident à aller mieux, elle n'a pas besoin de connaître tous les détails. L'aube pointait lorsque Tad s'endormit enfin sur le canapé, épuisé par l'inquiétude. River le couvrit d'une couverture en regardant son visage se lisser dans le sommeil, redevenant jeune, sans le poids des préoccupations d'adulte. Plus tard, ce matin-là, Ren bondit dans le salon, s'arrêtant net en voyant son frère endormi sur le canapé. « Tad est-il malade ?» demanda-t-elle, le front plissé d'inquiétude. « Il a passé une nuit difficile », expliqua River. « Laissons-le dormir un peu plus. » Tout en aidant Ren à préparer le petit déjeuner, River pensa au cycle, à la manière dont il se perpétue et se brise. Ren s'inquiétait pour Tad, qui s'inquiétait pour elle, qui s'inquiétait pour leur mère, qui craignait de les laisser tous tomber à nouveau. Mais peut-être, juste peut-être, c'était le fond du trou, peut-être que c'était là que le cycle se briserait enfin. À l'hôpital, Autumn Blackwood ouvrit les yeux pour découvrir Phoenix Walsh assise à côté de son lit. Les symptômes de sevrage recommençaient, plus fort cette fois, mais quelque chose était différent. L'image du visage de Tad, si vieilli, si inquiet, si semblable au sien, restait avec elle à travers les tremblements et la nausée. Cette fois, lorsque les médecins lui proposèrent une place dans un programme de traitement résidentiel à long terme, elle dit oui avant qu'il n'ait fini de parler. Parfois, il faut tout perdre pour se souvenir de ce qui compte, parfois, le fond du trou n'est que le début. Le centre de traitement résidentiel se trouvait en périphérie de Portland, un ensemble de bâtiments en briques rouges entourés de majestueux sapins Douglas. 6 semaines s'étaient écoulées depuis la surdose d'Autumn et l'établissement était devenu son monde. Un monde de séances de thérapie de groupe, de counseling individuel et de visites strictement surveillées avec ses enfants. La séance de thérapie familiale d'aujourd'hui était différente. La docteure Marissa Chin, la thérapeute principale du centre, avait demandé à Tad de venir seul, sans Ren. Il était assis rigidement dans le fauteuil surdimensionné, ses pieds à peine en contact avec le sol, regardant sa mère de l'autre côté de la pièce. « Fad, la docteure Chin commença doucement, aujourd'hui, nous allons parler de ton père. » Les épaules du garçon se tendirent immédiatement. Les mains d'Autumn, posées sur ses genoux, commencèrent à trembler, un vestige du sevrage qui remontait sous le stress. « Pourquoi ?» La voix de Tad était à peine audible. « Parce que la colère dont on ne parle pas ne s'efface pas », expliqua le docteur Chin. Elle se terre simplement et fait pousser des racines. Phoenix Walsh était assise tranquillement dans un coin, observant. Elle avait passé des semaines à essayer de localiser Curtis Blackwood et ce qu'elle avait trouvé n'avait fait qu'alimenter la rage inexprimée de Tad. Une maison confortable à Seattle, 2 enfants bien nourris, un mode de vie qui évoquait le père qu'il aurait pu être, qu'il aurait dû être pour Tad et Ren. Il a une nouvelle famille. Tad dit soudain, ses petits poings se serrant, un meilleur. Autumn émit un son doux de douleur. Fad, bébé, pas mieux, continua-t-il, sa voix montant, juste plus neuf, propre, pas brisé comme nous. Nous ne sommes pas brisés. Autumn murmura, bien que sa voix tremblât, nous guérissons. Il partit, laissant les mots exploser de Fad comme s'ils attendaient depuis des années pour s'échapper. Il est parti quand Ren n'était qu'un bébé, il nous a laissés avec rien, et puis toi, tu as commencé à consommer des drogues. Autumn termina son nouvel engagement envers l'honnêteté, évident dans sa volonté de nommer ses démons. Après que ton père soit parti, j'ai commencé à consommer des drogues pour engourdir la douleur, et c'était mon choix terrible et égoïste. Le docteur Chin se pencha en avant. Tad, c'est normal d'être en colère contre tes 2 parents, tu n'as pas à choisir de qui est la faute. Le souffle du garçon se bloqua. Je le déteste, murmura-t-il, mais parfois, je te déteste aussi, maman, et ensuite je me déteste de te détester. Autumn se leva de sa chaise, traversa la pièce pour s'agenouiller devant son fils. 6 semaines de repas convenables et de repos avaient redonné un peu de couleur à son visage, un peu de vie à ses yeux. Écoute-moi, Michael Blackwood, tu as le droit de détester ce que j'ai fait, tu as le droit de détester que je t'ai laissé tomber, mais n'ose jamais te détester pour avoir des sentiments. Mais Ren, tu l'as toujours eu. La voix d'Autumn se brisa, tu la protégeais quand je ne pouvais pas, quand je ne voulais pas, mais ce temps est révolu, c'est à moi de jouer le rôle de parent. Phoenix regarda alors que les murs soigneusement construits par papa commençaient à s'effondrer. Ses sanglots, quand ils arrivaient, étaient brutaux et primordiaux, le chagrin accumulé de toutes ces années trouvant enfin son exutoire. Autumn le serra dans ses bras, ses propres larmes tombant dans ses cheveux, tandis que le docteur Chan se retirait, leur laissant l'espace pour se briser et commencer à se reconstruire.
Plus tard dans la soirée, de retour à l'appartement de River, Tad était assis à la table de la cuisine, faisant ses devoirs, tandis que Ren coloriait à côté de lui. River remarqua à quel point il semblait plus léger, comme s'il avait enfin déposé un lourd fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. « Dr Thorne, demanda-t-il soudain en levant les yeux de ses problèmes de maths, penses-tu que maman ira vraiment mieux cette fois ?» River réfléchit soigneusement à sa réponse. « Je pense qu'elle travaille plus dur qu'elle ne l'a jamais fait auparavant, et je pense qu'avoir un endroit sûr pour retomber rend plus facile d'être courageux, comme nous avons un endroit sûr avec toi. » Exactement comme ça, Ren leva les yeux de son livre de coloriage. « J'ai dessiné maman aujourd'hui, » annonça-t-elle en poussant son dessin vers eux. « Regarde, elle sourit et ses yeux ont la bonne couleur maintenant, pas tout embrouillé comme avant. » Tad étudia le dessin de sa sœur représentant leur mère, debout, fière, entourée de fleurs, ses yeux clairs et lumineux. « Ouais, dit-il doucement, c'est comme ça qu'elle commence à retrouver son allure. » La longue route vers la guérison s'étendait devant eux, remplie de séances de thérapie et de visites surveillées, de petites victoires et d'échecs occasionnels. Mais ici, dans la cuisine de River, en regardant fader des rennes avec ses coloriages, la destination semblait moins importante que le voyage lui-même. Dehors, la pluie de Portland tapotait doucement les fenêtres, et quelque part dans un centre de traitement entouré de sapins Douglas, Autumn Blackwood écrivait dans son journal au sujet du pardon, des autres, d'elle-même et du long chemin du retour vers ses enfants. La pluie de Seattle était différente de celle de Portland, Thad décida, plus forte, d'une certaine manière plus insistante. Il se tenait aux côtés de Phoenix Walsh sur le trottoir, regardant la maison à 2 étages avec sa pelouse soignée et sa porte jaune joyeuse. La maison de Curtis Blackwood. « Tu n'as pas à faire ça, » lui rappela doucement Phoenix, « nous pouvons faire demi-tour dès maintenant. » Après des semaines de délibération et d'innombrables séances de thérapie, Curtis avait accepté de rencontrer son fils. Pas Ren, elle était trop jeune, avait décidé les thérapeutes, et honnêtement, elle se souvenait à peine de lui. Mais Tad avait besoin de ça. « Je le veux, » dit-il, sa voix plus forte qu'il ne le ressentait. « J'ai besoin de voir la porte s'ouvrir avant qu'on y arrive. » Curtis Blackwood se tenait là, un homme que Tad ne connaissait que par de vieilles photographies délavées et des souvenirs brisés. À 41 ans, il avait l'air réussi, à l'aise, tout ce qu'il n'avait pas été lorsqu'il les avait abandonnés. « Curtis, » dit Tad, sa voix se brisant, « tu as tellement grandi. » Tad ne dit rien, absorbant les preuves de la vie que son père avait construite sans eux. À travers la porte, il pouvait voir des dessins d'enfants sur les murs, des photos de famille, une cuisine qui sentait les biscuits fraîchement cuits, toutes ces choses dont il avait appris à vivre sans. Une femme apparut derrière Curtis, Amanda, sa nouvelle épouse. Son sourire était aimable mais incertain. « Voudrais-tu entrer ? J'ai préparé du chocolat chaud. » « Non, » répondit Tad d'une voix calme mais ferme, « je ne suis pas venu pour le chocolat chaud. » Phoenix posa une main de soutien sur son épaule tandis que Curtis montait sur le porche, refermant la porte derrière lui. Tous trois se tenaient là, la pluie créant un rideau autour de leur réunion inconfortable. « Je te dois une explication, » commença Curtis. « Non, » interrompit Tad, se surprenant par la clarté de sa voix, « tu me dois la vérité. Pourquoi n'étions-nous pas assez bien ?» La question planait dans l'air lourd de la pluie. Curtis sembla vieillir de années et de secondes, sa façade confortable se fissurant. « Tu es qui ? J'étais jeune et effrayé, et ta mère l'était aussi ? » « Ne fais pas ça, » s'accentua la voix de papa, « ne blâme pas maman, elle s'est effondrée après ton départ, mais toi, tu as tout simplement recommencé comme si nous n'avions jamais existé. » À travers la fenêtre, Tad aperçut un mouvement, les autres enfants de Curtis, regardant curieusement, un garçon d'accent grave peu près l'âge de Ren, une fille peut-être 3 ans plus jeune, tous deux bien nourris, aimés, en sécurité dans la présence de leur père. « Je les vois, » dit Tad doucement, « tes enfants de rechange, ceux que tu n'as pas abandonnés. » Thad, s'il te plaît, ma sœur pleure parfois la nuit, elle ne se souvient pas de toi, mais elle s'ennuie de l'idée de toi. Je lui racontais des histoires sur comment tu étais un agent secret ou un astronaute, n'importe quoi de mieux que la vérité. Curtis tenta de tendre la main vers lui, mais Tad recula, se rapprochant de Phoenix. « J'avais besoin de toi, » continua-t-il, la voix tremblante légèrement, quand maman a commencé à consommer des drogues, quand j'ai dû apprendre à cuisiner pour Ren, quand nous avions froid, faim et peur, j'avais besoin de mon père. Mais tu n'étais pas simplement parti, tu vivais cette toute autre vie. J'envoie de l'argent maintenant, proposa Curtis, hebdomadairement depuis l'ordonnance du tribunal. Tad rit d'un rire trop vieux pour son jeune visage, je n'avais pas besoin d'argent, j'avais besoin de mon père.
La pluie s'intensifia, mais personne ne bougea. Phoenix regarda silencieusement tandis que Thad redressait ses épaules, regardant son père droit dans les yeux. « Je suis venu ici parce que j'avais besoin de voir, dit-il, j'avais besoin de savoir si tu étais un monstre qui nous a blessés ou si tu étais simplement faible, et maintenant je sais. » Curtis sursauta comme frappé. « Qu'est-ce que tu sais ? Que tu n'es qu'un homme qui a fait des choix, de mauvais choix, et que je n'ai plus à les porter. » Papa se tourna vers Phoenix. « Je suis prêt à rentrer à la maison maintenant. » Alors qu'ils s'éloignaient, Curtis les appela. « Thad, attends, je veux arranger les choses. » Thad s'arrêta mais ne se retourna pas. « Tu ne peux pas arranger ça, dit-il, mais ce n'est pas grave, j'ai maintenant des gens qui sont là pour moi, de vraies personnes, et maman, elle se bat pour revenir vers nous, elle ne s'enfuit pas. » Le trajet de retour à Portland fut silencieux mais pas inconfortable. Quelque part au-delà d'Olympia, Thad reprit la parole. « Le docteur Thorne dit que parfois, nous devons voir nos fantômes pour pouvoir les laisser partir. » Phoenix le regarda et demanda, « L'as-tu laissé partir ?» Thad regarda les gouttes de pluie courir sur sa fenêtre. « Je pense que je suis prêt à arrêter d'attendre qu'il soit le père dont j'avais besoin. J'ai maintenant d'autres personnes. » Ce soir-là, de retour dans l'appartement de River, Ren montra à Thad son dernier dessin. Leur étrange et belle famille choisie, River avec ses livres et ses biscuits, Phoenix avec ses yeux bienveillants, l'officier Kovac avec son sourire protecteur, leur mère se renforçant chaque jour grâce au traitement et au centre, Thad et Ren n'étant plus seuls. « Veux-tu ajouter, papa ?» demanda innocemment Ren. Thad regarda le dessin, la famille qu'ils avaient trouvée plutôt que celle qui les avait laissés tomber. « Non, dit-il en attirant sa sœur contre lui, c'est parfait, exactement comme ça. » 3 mois après le début de la guérison d'Autumn, le rythme de la vie avait changé de manière spectaculaire. La lumière du matin traversait la fenêtre de la cuisine de River, captant l'or dans les cheveux de Ren alors qu'elle disposait soigneusement des tranches de banane sur son porridge pour former un visage souriant. Thad était assis à côté d'elle, mangeant réellement son petit déjeuner sans regarder la porte ni vérifier l'heure de manière obsessive. « L'évaluation de maman est aujourd'hui, » dit-il doucement à River qui préparait les déjeuners pour eux deux. River hocha la tête en ajoutant un biscuit supplémentaire à chaque sac de déjeuner, de petites récompenses pour les cœurs courageux. C'est exact, le centre de traitement décidera si elle est prête pour des soins ambulatoires, avait expliqué Phoenix la semaine dernière. Si Autumn réussit son évaluation, elle déménagera dans un établissement de vie transitoire offrant plus de liberté et des visites plus fréquentes avec ses enfants, la prochaine étape pour reconstruire notre famille. Vivra-t-elle de nouveau avec nous ? Demanda Ren en levant les yeux de son porridge. Chef-d'œuvre ? Pas tout de suite, ma chérie, expliqua River. D'abord, elle doit prouver qu'elle peut prendre soin d'elle-même, ensuite nous parlerons des étapes suivantes. Les changements chez Autumn étaient remarquables, semaine après semaine. Elle était devenue plus forte, plus présente, son visage s'était redessiné et ses mains ne tremblaient plus vraiment. En thérapie, elle avait commencé à démêler les fils emmêlés de son propre traumatisme d'enfance, comprenant comment cela l'avait conduite à faire les choix qu'elle avait faits, mais surtout, elle avait commencé à réparer sa relation avec ses enfants, en particulier avec Thad. Leur séance de thérapie hebdomadaire était passée de confrontations pleines de larmes à des discussions honnêtes sur la peur, la confiance et le pardon. « J'ai donné à maman mon dernier test de maths, » dit Thad en repoussant son bol vide, celui avec le point A+, elle devait être très fière. River sourit. Elle l'était, oui. Il fit une pause en choisissant soigneusement ses mots, elle était fière d'une manière différente maintenant. Avant, quand elle consommait, elle s'enthousiasmait vraiment et faisait de grandes promesses concernant des célébrations et des cadeaux. Maintenant elle me voit, vraiment me voit. La routine du matin continua, sac à dos vérifié, dents brossées, chaussures lacées alors qu'il se rendait à l'école. River remarqua que Thad ne scrutait plus chaque coin de rue à la recherche de signes de sa mère ou de Nash, il marchait plus léger, davantage comme l'enfant qu'il était censé être. Plus tard cet après-midi, Phoenix appela avec des nouvelles de l'évaluation, « Elle a réussi », annonça Phoenix, sa voix chaleureuse de fierté, avec brio. L'équipe de traitement disait qu'elle était l'une de leurs patientes les plus engagées, qu'elle avait déjà décroché un emploi dans une boulangerie locale collaborant avec un programme de rétablissement, et qu'elle était inscrite à des cours de community college pour le semestre prochain. River partagea la nouvelle avec les enfants pendant le dîner. Ren applaudit de joie, tandis que la réaction de Thad était plus mesurée, pleine d'espoir mais prudente, comme quelqu'un qui a appris à la dure à ne pas faire confiance trop rapidement. « Quand pourrons-nous la voir ?» demanda-t-il. « Elle déménagera dans l'établissement transitoire ce week-end, » expliqua River. « Après cela, vous pourrez la visiter là-bas 2 fois par semaine au lieu d'une seule, et si tout se passe bien,
elle pourra peut-être vous emmener pour de courts déplacements au parc ou à la bibliothèque sous supervision. Tad répliqua prudemment, au début, oui, mais c'est une bonne chose. Thaddeus, ta mère fait le travail, elle prend les mesures qu'elle doit prendre. Cette nuit-là, alors que River passait devant la chambre des enfants, elle entendit Tad raconter à Ren une nouvelle version de leur histoire de manchots. Le conte des bébés manchots devant s'occuper d'eux-mêmes était terminé. À la place, c'était l'histoire d'une famille de manchots se renforçant ensemble, apprenant à nager à travers des eaux tumultueuses vers des mers commerçantes. Dans son bureau, River examina les papiers que Phoenix avait déposés. Des documents concernant des options de tutelle à long terme, sur le maintien de la stabilité tout en soutenant la réunification familiale. Le chemin à venir nécessiterait un équilibre soigneux, de la patience et un soutien indéfectible. Mais voir Tad rire d'une des blagues de Ren pendant le petit déjeuner, le voir jouer réellement pendant la récréation au lieu de surveiller sa sœur comme un faucon, remarquer qu'il avait commencé à tenir un journal de ses propres sentiments au lieu de simplement noter les bons jours de sa mère, voilà les petites victoires qui marquaient leur progrès. Il construisait quelque chose de nouveau ici, brique par brique, non pas une famille parfaite, mais une famille réelle, qui reconnaissait ses fissures et ses cicatrices tout en choisissant, jour après jour, de guérir et de se renforcer. Alors que River éteignait les lumières cette nuit-là, elle entendit la voix de Tad depuis l'obscurité de sa chambre. « Dr Thorne, merci d'être notre port sûr. » Les mots flottaient dans l'appartement silencieux, témoignage du chemin parcouru et promesse de ce qu'il pouvait encore accomplir. Un mardi matin lumineux, au début du printemps, 6 mois après cette nuit désespérée où Tad avait porté Ren jusqu'à la porte du Dr Thorne, la famille Blackwood se rassembla dans le salon de River pour une célébration, pas une célébration traditionnelle peut-être, mais significative à sa manière, silencieusement. Autumn était sobre depuis 180 jours. Elle était assise sur le canapé de River, la main stable, tenant un petit gâteau qu'elle avait elle-même cuit à la boulangerie du programme de rétablissement. Ses cheveux étaient soigneusement relevés, révélant des yeux clairs et un visage ayant retrouvé sa jeunesse. Une puce d'argent symbolisant 6 mois de sobriété pendait à une chaîne autour de son cou. « Je ne pensais pas que nous avions besoin de bougies, » dit-elle doucement en regardant ses enfants, « nous avons eu assez d'obscurité. » Tad s'assit à côté d'elle, ne scrutant plus chacun de ses mouvements à la recherche de signes de rechute. À 10 ans, son anniversaire était passé la semaine dernière. Il semblait enfin capable d'être à son âge plutôt que de supporter le poids de l'âge adulte. Ren était perché sur l'accoudoir du canapé, ses pinces à cheveux en forme de papillon attrapant la lumière du soleil. Phoenix Walsh et l'officier Kovac étaient également présents, devenus autant une partie de cette famille non conventionnelle que quiconque. Ils apportaient des papiers, toujours plus de papiers, mais aujourd'hui c'était du bon genre. Des plans pour des visites domiciliaires supervisées, des calendriers pour la thérapie familiale, des directives pour une réunification progressive. « J'aimerais partager quelque chose », dit Autumn en posant le gâteau sur la table basse. Elle sortit un carnet similaire à celui qu'elle avait donné à Tad il y a des mois en traitement. Il nous encourageait à écrire des lettres à ceux que nous avons blessés. J'en ai écrit beaucoup à vous deux, mais celle-ci, j'aimerais la lire à haute voix. River regarda alors que Tad attrapait instinctivement la main de Ren, un geste de protection devenu un geste de soutien. « Cher Tad et Ren, » commença Autumn d'une voix claire et forte, « il n'y a pas de mots assez grands pour contenir mon regret, ma honte ou mon amour pour vous deux. Pendant des années, j'ai choisi l'obscurité plutôt que votre lumière. J'ai forcé Tad à devenir parent alors que tu étais censé être un enfant. J'ai privé Ren de la sécurité que tout enfant mérite, mais vous n'avez jamais cessé de m'aimer, même lorsque j'étais perdu au plus fort de mon addiction. Vous, Fad, vous continuiez à mettre des étoiles sur les calendriers pour mes bons jours. Vous, Ren, vous ne cessiez de me dessiner dans vos images, toujours avec un sourire, toujours avec espoir. Je ne peux pas défaire le passé, je ne peux pas vous rendre les années d'enfance que mes choix vous ont volées. Mais je peux vous promettre ceci, chaque jour, je choisis la guérison. Chaque matin, je me réveille et décide à nouveau d'être votre mère, non pas la mère qui vous a laissé affamée et frigorifiée, mais la mère que vous avez toujours méritée. Vous m'avez appris ce qu'est la véritable force. Vous, Fad, en te regardant porter ta sœur à travers l'obscurité pour trouver de l'aide, c'était de la force. Ren, en gardant ton cœur ouvert et en aimant malgré tout, c'était de la force. Et maintenant, avec l'aide de notre nouvelle famille, elle fit un geste en direction de River, Phoenix et Junipé, j'apprends ma propre forme de force. Nous ne sommes pas une famille traditionnelle, notre guérison ne suit pas un chemin traditionnel. Mais peut-être que c'est acceptable, peut-être que nous sommes exactement ce dont nous avons besoin, cicatrice et tout.
Autumn ferma son carnet, les larmes coulant librement sur son visage. Fad bougea le premier, enroulant ses bras autour de sa mère, Ren suivit. Pendant un moment, ils se tarent l'un l'autre, leurs larmes se mêlant au rire. River croisa le regard de Phoenix de l'autre côté de la pièce, voyant ses propres émotions reflétées. Ils avaient tous été transformés par ce voyage. Les enfants trouvaient la sécurité, Autumn retrouvait la sobriété, et les professionnels se voyaient entraînés dans une histoire familiale qui défiait les limites conventionnelles. Plus tard, alors qu'ils partageaient le gâteau qu'Autumn avait préparé, Ren sortit son dernier dessin. Il montrait toute leur famille élargie, Autumn, debout et fière, les yeux clairs, Fad ne portant plus le poids du monde, Ren entouré de pinces papillons et de sourires. Mais il montrait aussi River avec ses livres, Phoenix avec ses papiers et l'officier Kovac avec son insigne en arrière-plan. Elle avait dessiné leur immeuble d'appartement avec la fenêtre du docteur Thorne brillant comme un phare. « C'est nous », annonça-t-elle fièrement. Tous, Fad étudia le dessin, puis regarda autour de la pièce leur famille réunie, non liée par le sang mais par le choix, par la lutte, par la guérison. « Ouais », dit-il en se servant une autre part de gâteau avec la liberté décontractée d'un enfant qui n'a plus à s'inquiéter de l'origine du prochain repas. « C'est nous ». La lumière printanière inondait les fenêtres de River, effleurant chaque visage dans la pièce. Dehors, Portland s'éveillait à un nouveau jour, mais ici, en cet instant, quelque chose de précieux s'était déjà éveillé. La réalisation que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, mais parfois celle que l'on construit à partir des cendres de ce qui a été perdu. Autumn toucha sa puce de sobriété, Fad rit de quelque chose que dit l'officier Kovac, et Ren commença à planifier sa prochaine œuvre. Ils n'étaient pas parfaits, pas complètement guéris, mais ils étaient ensemble, se choisissant chaque jour, construisant quelque chose de nouveau, fort et réel, une famille différente, mais une famille quand même.